Bienvenue à notre webinaire sur le béton hybride ultra performant, donc innovation développée par TechnisRail, qui est aujourd'hui en cours de développement et de recherche de sponsors. Et donc voilà, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait, là où on en est et ce qu'on compte faire. Donc ce webinaire sera animé par moi-même, Florent Ménager, expert voies ferrées, expert voies ferrées avec une préférence pour la conception des voies sans ballast. Et moi, je suis Paula Morales, je suis diplômée d'ingénieur civil de l'école de Nancy et j'ai rejoint TechnisRail pour développer le PHP. Voilà, donc lors de ce webinaire, on vous parlera d'abord de TechnisRail, ensuite on vous présentera les principes fondateurs de la post-classique, qui est un peu le point de départ de notre innovation. Ensuite, on parlera de notre innovation, le PHP. Et enfin, on vous présentera le cloud testing, qui est une partie très importante parce que c'est la prochaine étape de notre projet. Donc, d'abord, TechnisRail. Donc, nous sommes TechnisRail, un bureau d'études en génie civil spécialisé en infrastructure ferroviaire. Donc, on fait des études de tracés et des conceptions de voies ferrées. Donc, et les premiers bilans, après 3 ans d'existence, c'est que TechnisRail travaille sur différents projets de recherche appliquée au terrain. En plus des affaires courantes, évidemment. Donc, concernant les principes fondateurs de la post-classique, donc qu'est-ce que c'est une voie ferrée sans ballast? Donc, les voies ferrées sans ballast, c'est généralement 2 couches de béton qui sont représentés en couleur verte pour la couche de béton de calage et en couleur bleue pour la couche de béton de fondation pendant tous les webinaires. Donc, et les voies ferrées sans ballast, c'est 2 couches de béton et une traverse ou une selle noyée pour tenir le rail. Donc, les voies ferrées sans ballast sont dimensionnées comme des chaussées routières, c'est-à-dire en dimension en béton non ferrier, avec une limite de traction emphatique. Voilà, quelles sont les, voilà, là on va vous présenter donc sur les 3 prochaines slides quelles sont les principales raisons qui, selon nous, ont permis l'essor de la pose en traverse noyée, qui représente aujourd'hui, alors je sais pas le chiffre précis, mais c'est de 80 à 90% des réseaux tram français, et même la LGV Est, la partie voie sur dalle, on était là encore sur de la technologie de traverse noyée. Voilà, on essaie de passer un peu en revue les grands principes fondateurs, les grandes raisons. Voilà, donc le premier point fort qui justifie l'essor de la post-classique, c'est l'acceptation de la fissuration du béton de calage. Et donc là, dans les chaussées ferroviaires, la fissuration du béton n'est pas préjudiciable, comme dans les bâtiments ou des ouvrages présentant des portées-livres, où la présence des fissures peut générer l'écoulement des planchers ou de la structure même. Nous, en chaussée ferroviaire, on est sur des circuits continus, et donc là, la fissuration peut améliorer les choses, comme on le verra plus tard. Puis bon, soyons clairs, si la fissuration était préjudiciable pour le béton de calage, on l'aurait ferraillé depuis longtemps pour justement contrôler l'ouverture à la fissure. Voilà, donc on a fait des simulations numériques pour comparer les bétons de calage fissurés et non fissurés. Et donc là, je vous rappelle que quand je parle de béton de calage, c'est la couche en couleur vert qui tient les traverses. Et quand je parle de béton de fondation, c'est la couche en couleur bleue. Donc, on a fait des simulations pour comparer les bétons fissurés, les bétons de calage fissurés et non fissurés. Et ce n'est pas notre invention. Quand on parle de la fissuration du béton de calage, cela a été créé, publié par l'ISTAR et Eurovia dans la publication de la RGRA de mars 2017. Donc, nous, on a uniquement recréé un modèle identique à celui de la RGRA avec notre outil SnapTrack. Et donc là, à l'écran, on voit les modèles avec les bétons de calage non fissurés, et on voit à gauche l'état des contraintes pour les bétons de calage en couleur vert et pour les bétons de fondation en couleur bleue. Ensuite, on a fait le même modèle, mais on a fait fissurer les bétons de calage, et donc là, on voit que en faisant fissurer les bétons de calage, et pour les modèles non fissurés d'abord, les contraintes se baladent entre 0,6 mégapascal pour les bétons de fondation et 1,2 pour les bétons de calage. Ensuite, quand on a fait fissurer les modèles, les bétons de calage, donc là, on a la tendance inverse. Donc là, la plus grosse contrainte, elle est dans les bétons de fondation, et la contrainte dans les bétons de calage, elle a chuté d'environ 20%. Et donc voilà, donc les pics des contraintes qui étaient avant dans les bétons de calage, maintenant, avec les bétons fissurés, les bétons de calage fissurés, elle est dans les bétons de fondation. Donc là, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que donc il y a une publication de l'ISTAR, et donc ils disent voilà, donc BC5 sur un BC3. Donc tout ça, c'était vraiment lié. C'est un héritage du CETRA, donc de dire on va couler un BC2 en béton de fondation et un BC5 en béton de revêtement, de couche de roulement pour la chaussée. Et en effet, ça a un intérêt que si le béton ne fissure pas.
parce que si le BC5, donc le béton en haut, ne fissure pas, en effet, c'est lui qui reprend la plus grosse contrainte. Mais dans le cas du tram, où clairement on voit cette fissuration au droit de chaque traverse, ou très régulièrement, si ce n'est pas à chaque traverse, et ben en fait, c'est pas la peine d'aller mettre un BC5 en haut. En fait, c'est le béton de fondation qui récupère le gros de la contrainte de traction une fois que le béton au-dessus a fissuré. Et cette fissuration, tous les 75 cm en chaussée, on ne l'accepte pas, parce qu'en effet, c'est un problème pour les voitures qui peuvent rouler, je dirais, à peu près partout. Voilà, donc le deuxième point fort qui justifie l'essor de la pose classique, c'est les coûts. Donc les coûts d'une voie tram est d'environ 1 000 € par mètre linéaire de voie simple, avec des fortes variations des prix en fonction des conditions d'accès au site. Donc là, on voit qu'il y a un bon équilibre entre fourniture et pose. Voilà. Sur le prix, on a 1 950 €, en effet, c'est un prix moyen élevé. On sait qu'il y a eu des poses à beaucoup moins cher, il y a eu aussi des poses à beaucoup plus cher. Les prix, c'est toujours assez très tributaire des conditions d'accès au site. Là, voilà, on est sur un exercice où c'est le prix moyen qui nous paraît aujourd'hui le prix usuel constaté pour la pose classique. Dernier critère, donc dernière principale raison qui, selon, alors encore c'est moi, enfin c'est nous, voire moi uniquement, pourquoi la traverse noyée, elle a eu un succès très important sur toutes les années là, depuis qu'on pose de la voie sans ballast, c'est la fameuse adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de jeter des fourreaux avant bétonnage, c'est-à-dire qu'on est capable d'implanter des fourreaux SLT, des fourreaux SIG ou du drainage qu'on aurait oublié sur les plans d'exé. On est capable de les rajouter très facilement jusqu'à 1 heure avant le bétonnage. Et ça, c'est un avantage fort qu'on n'a pas forcément si on imagine une dalle préfabriquée. Si on a une dalle préfabriquée, si la dalle préfabriquée, on n'a pas prévu les fourreaux, on ne va pas venir casser la dalle préfa sur chantier pour passer un fourreau. Alors c'est vrai que c'est aussi pour ça, à mon avis, que les dalles préfa ne se sont pas beaucoup développées en tram. A contrario, en ferroviaire, elles se sont beaucoup plus développées parce que en ferroviaire, on a beaucoup moins de fourreaux inattendus ou de fourreaux pas prévus dans les études exé. On a beaucoup moins d'interfaces SIG, SLT, drainage. Donc, selon notre analyse, les principaux facteurs des succès de la traverse noyée sont d'abord l'acceptation de la fissuration du béton de calage au droit de blocher, les coûts optimisés et la flexibilité vis-à-vis des imprévus. Je voudrais juste te dire, la fissuration du blochet, c'est un avantage uniquement pour la pose tram, parce qu'aujourd'hui, c'est les seuls réseaux où on accepte cette fameuse fissure. Les points, alors j'allais dire les points faibles, non, c'est les inconvénients, on les a appelés les inconvénients acceptés, parce que ça fait 20 ans qu'on les traîne. Voilà, le premier problème, le premier inconvénient qu'on a et qui aujourd'hui est souvent mis en avant, c'est la fameuse épaisseur. C'est que comme on est sur des bétons qui ne sont pas ferraillés, qui sont dimensionnés avec une limite de traction uniquement, la seule manière de diminuer la contrainte de traction dans le béton, c'est d'augmenter l'épaisseur. Donc aujourd'hui, on est sur à peu près 40 cm de béton sous traverse. C'est important et voilà, c'est un inconvénient, parce que ça impose des terrassements, ça peut générer des déviations de réseau. Ensuite, une faible épaisseur de terre végétale. Donc là, en effet, ça, c'est le problème de la traverse, hein, c'est qu'on a une dalle qui va être juste sous le rail. Et ensuite, le dernier inconvénient accepté, c'est une cadence de pose maîtrisée mais limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même du mal à poser plus de 80 à 100 mètres linéaires de plateforme par semaine, ce qui reste déjà une cadence très élevée. Voilà, donc on s'est dépêché volontairement, parce qu'on a déjà mangé 15 minutes pour présenter tout ce qui était avant, pour garder 30 minutes sur notre innovation et le crowd testing. Oui, c'était moi ça, excusez-moi. Donc notre innovation, on s'est fixé 3 objectifs. Donc nous, ce qu'on veut avec notre innovation, le BHUP, c'est diminuer les quantités de béton consommées, diminuer l'épaisseur de la voie, tout en diminuant le coût de construction. Sachant que les 3 peuvent être liés, parce que si on diminue la quantité de béton, généralement, c'est-à-dire qu'on a diminué l'épaisseur, et si on a diminué les quantités de matériaux, si on ne les a pas modifiés substantiellement, on peut espérer un gain sur le coût. Donc là, il est important de souligner que la réduction de la quantité de béton est avant tout un enjeu environnemental, parce que le béton est le matériau le plus consommé au monde et représente à lui seul 8% de la production mondiale de CO2. Ensuite, voilà, et quand on dit le coût de construction, on dit vraiment le coût de construction global, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le coût de la voie. Parfois, en augmentant un peu le prix de la voie, on peut diminuer substantiellement le prix des travaux globaux. Ça veut dire que s'il n'y a pas de déviation de réseau parce que la voie est plus fine,
S'il n'y a pas de déviation de réseau, donc il y a des concessionnaires qui font moins de déviations, donc eux, c'est un coût en moins. Et c'est aussi un coût en moins en termes de réclamation de chantier, pour arrêt de chantier, pour réseau non dévié. Voilà, donc le BHUP n'est pas une innovation des ruptures. On veut juste gérer les inconvénients acceptés ou tolérés de la pose classique et de maintenir les avantages, et tout cela grâce à de nouveaux matériaux. Donc, le concept est simple et il est compatible avec la pose classique ou traverse noyée. Donc, le BHUP est un matériau qui combine une couche de haute performance en bleu et une couche de faible performance en vert qui sera du collaboratif via un dispositif de liaisonnement. Donc là, la couleur bleu foncé et bleu clair est pour montrer qu'il y a des joints entre les dalles. Mais c'est toujours la couche de haute performance. Voilà, donc on le verra plus tard, mais on peut peut-être déjà faire un spoiler sur le fait que nous, les dalles bleues, ce seraient des dalles préfabriquées en termes de méthode de pose. Donc voilà, on vient distribuer ces dalles préfa en bleu avec les ancrages en attente, et puis on coule le béton vert sur chantier, ce qui nous permettra donc de mettre nos fourreaux au dernier moment. Et donc là, sur l'image que vous voyez, donc on a mis des aciers en attente. C'est un choix qu'on a fait il y a longtemps, et voilà, il faut retenir qu'il est tout à fait possible de faire un dispositif de liaisonnement avec des formes de bossage, ou des clés de cisaillement pour bloquer le glissement. On y reviendra après. Voilà, donc sur cette coupe, on voit que l'épaisseur du béton de calage ou de faible performance, la couche en couleur vert, et l'épaisseur sous traverse est inchangée afin de conserver la possibilité de passer le fourreau FIT 90 et de livrer le béton sous la traverse. Voilà, donc là, on peut voir qu'on a diminué, en fait, on a surtout diminué le béton de fondation qui était, alors qu'aujourd'hui historiquement à 19 cm, parfois 29 si la portance du sol est vraiment très faible, et en pose SNCF, enfin en pose réseau ferroviaire, on est plutôt sur des bétons de fondation de l'ordre de 30 cm. Donc là, nous, l'idée, c'est de passer, voilà, c'est 19-30 à entre 5 et 10 cm. Voilà, donc pour vous donner une définition, donc le BHUP est un matériau anisotrope parce qu'il est optimisé pour la flexion uniquement dans une seule direction, qui est composé par deux bétons qui sont rendus collaboratifs via un dispositif de liaisonnement. Alors, c'est un point assez important. Notre innovation, c'est pas une dalle ferroviaire, parce que voilà, il y a des gens qui feront des dalles, où ils vont concevoir et breveter des dalles ferroviaires. Nous, notre innovation, c'est uniquement un matériau qui est composé de deux bétons. Tout comme on peut dire le béton armé, c'est composé d'un béton et d'acier, nous, le BHUP, c'est deux bétons avec un dispositif de liaisonnement. Et c'est ça, l'innovation. C'est la combinaison de béton. Je passe. Alors, voilà, donc le BHUP composé de 3 ingrédients. Voilà, et donc là, on vous présente Paula va vous présenter les 3 ingrédients de l'innovation. Donc, le premier ingrédient, c'est d'utiliser un béton fibré pour les bétons de haute performance. Et donc, utiliser un béton fibré pour les bétons de haute performance, ça permet notamment d'exploiter pleinement la résistance en traction du béton parce qu'on va jusqu'à la fissuration. Et donc, ici, on a fait des simulations numériques sur des éprouvettes pour des essais flexion 4 points. Et donc, là, à l'écran, on voit deux bétons glissants l'un par rapport à l'autre et avec 2 couches de béton non fibrés. Voilà. Ensuite, si on garde le même modèle, mais qu'on décide de fibrer les bétons de la partie basse, c'est-à-dire le béton de fondation en couleur bleue. Et donc là, on voit qu'en fibrant ces bétons, on peut, par exemple, diminuer la classe de béton. On passe d'un béton C40-50 en béton C20-25 fibré. Donc ces éprouvettes n'ont pas de lien avec la réalité. Donc on a fait 11 cm, donc chaque béton fait 5 à 6 cm. C'est un rapport avec les post-trams, on a juste gardé les couleurs bleu et vert pour béton de calage, béton de fondation, et avec donc deux bétons glissants l'un par rapport à l'autre. Dans un de nos indices, on avait dit, on parlait de la... excusez-moi, je suis allé trop loin, voilà, c'était là. Donc voilà, dans un de nos indices, on parlait de la cracnologie. Donc la cracnologie, c'est quoi? En fait, c'est la capacité à modéliser précisément l'endommagement du béton via des modèles élastoplastiques et d'utiliser la fissuration à notre avantage. Et là, en particulier, donc nous, on va maîtriser l'ouverture de la fissuration via des simulations numériques. Donc on aura une donnée très précise. A contrario, et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, l'ouverture de la fissuration, on la dimensionne par rapport aux Eurocode avec des formules qui nous donnent, voilà, on a un effort, un moment fléchissant, qui permet d'avoir une certaine ouverture de fissuration. Nous, on ne fait pas ça. Donc, nous, voilà, on va vraiment modéliser le béton
on va faire sa courbe, on va fixer sa limite élastique. Donc là, on avait fixé une limite élastique à 2,2 MPa, et à partir de 2,2 MPa, et ben la contrainte n'augmente plus, c'est le béton qui commence à s'allonger. En fait, c'est là où on commence à faire travailler les fibres. Et voilà, un des points forts de notre innovation, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est capable de modéliser ça. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est d'empêcher les glissements entre couches. Donc, en empêchant les glissements entre couches, on augmente significativement l'inertie verticale des couches qui se comportent comme une seule couche monolithique. Et donc là, comme on peut le voir, les contraintes de traction chutent dans les deux couches de béton et en particulier dans les bétons de calage. Là, on voit la comparaison de l'état des contraintes pour ces deux modèles. Donc là, je vais juste faire un petit aparté, enfin un lien avec avec l'état de l'art. Donc en fait, le fait de rendre les deux couches collaboratives et donc d'avoir une couche dite monolithique, c'est le principe de pose qui a été développé par Alstom Ingérop, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, donc l'idée, c'était de dire, en fait, si je fais, plutôt que d'avoir deux bétons de 20 cm, j'en fais une de 40. Et donc, en fait, cette couche de 40, elle travaille beaucoup moins en traction, donc je peux en diminuer l'épaisseur. Donc voilà, on est resté sur ce même principe de base de la mécanique, de dire, voilà, les deux poutres connectées marchent mieux qu'une poutre glissante l'une sur l'autre. Voilà. Donc, comme je l'avais indiqué, on est resté conformiste pour le lancement de l'innovation. Tout récemment, on s'est aperçu que ce n'était pas si malin que ça. Mais bon, voilà, c'est le problème des projets de R&D. On avance lentement, mais sûrement. Donc, quand on met des aciers, en fait, nous, on les modélise. Là encore, la différence avec les Eurocodes qui vont faire des calculs forfaitaires de section d'acier par mètre carré. Nous, on ne veut pas avoir des sections uniformes d'acier avec des espacements réguliers entre aciers parce qu'il y a des traverses, parce qu'il y a des endroits où ça ne nous arrange pas d'avoir un acier. Nous, on veut pouvoir mettre les aciers où on veut et on veut être capable de démontrer que si on met l'acier ici ou ici, c'est globalement pareil. D'ailleurs, excuse-moi, je pense que non, j'ai là, comme Florent l'a dit, en effet, on a modélisé les aciers verticaux dans nos simulations numériques et donc ça nous différencie de l'application classique de ce Eurocode. Voilà, donc en effet, c'est en modélisant précisément ces aciers, on peut voir s'il y a un impact. Est-ce que ça glisse plus? Est-ce que ça glisse localement? Est-ce qu'au final, même en espaçant beaucoup les aciers, on arrive à garantir le bon collage entre les bétons? Donc ça, en effet, c'est des questions auxquelles on répond grâce à nos simulations. Et comme on va le voir plus tard, l'idée, c'est quand même de vérifier ces simulations avec des vrais essais sous presse. Alors, voilà, je veux surtout que les gens ne se déconnectent pas. Ça, c'est sûrement la seule slide, enfin, c'est la slide la plus technique et je crois qu'il n'y en a qu'une seule comme ça avec des diagrammes contrainte élongation sur l'épaisseur de la dalle. Voilà, donc sur cette slide, on voit les diagrammes épaisseur contrainte qui permet de visualiser la différence entre deux couches glissantes l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire une pose classique, et deux couches rendues collaboratives, c'est-à-dire le BHUP. Donc, on voit en particulier la diminution des contraintes de traction pour deux configurations de 11 cm d'épaisseur. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Enfin, c'est quoi donc un BHUP? Donc, un BHUP, en fait, nous, on va dimensionner le BHUP en définissant le pourcentage de béton haute performance, le pourcentage de béton faible performance. Et en fait, on va se débrouiller pour que donc l'épaisseur totale et la proportion permettent à chaque fois d'atteindre les limites de performance du béton. Donc là, on aura un béton vert qui aura une performance de 1,4 MPa. Au bout de 1,4 MPa, il commence à fissurer. Et donc, à partir de là, on met l'interface avec le béton haute performance qui prend le relais et qui va permettre d'avoir une contrainte de traction qui va aller plus loin. Et puis une fois qu'il atteint ces 2,2 MPa, il fissure, et là, c'est les fibres qui prennent le relais. Donc voilà, c'est un dimensionnement en cascade où en fait, on va vraiment à chaque fois atteindre les limites de chaque composant. Ce qui va là encore nous distinguer un petit peu des poses classiques où on a 20 cm de BC5, 19 de BC3, où là, pour le coup, on se pose moins la question de savoir si on a atteint la limite du premier béton avant de passer à l'autre. Voilà, et donc notre troisième ingrédient, donc Florent l'a déjà dit un peu légèrement, et donc et les troisième ingrédients, c'est on recommande de préfabriquer la couche de haute performance, et pour cela, on peut citer trois principaux avantages. D'abord, le béton fibre, parce qu'on utilise un béton fibré. Le béton fibré est un béton technologique qui est difficile à couler en place sur chantier, donc il nécessite des précautions de coulage, parce que la préfabrication de ces dalles facilite la mise en œuvre des connecteurs en acier et parce que ça permet une augmentation des cadences de pose par économie du temps de séchage du béton fondation.
Voilà. Alors, dès qu'on commence à dire pose préfa, souvent les poseurs de voix se disent ouais, mais nous on va pas couler le béton. En fait, l'idée c'est pas de faire donc une pose tout préfa, c'est vraiment ce que les Anglais appelleraient un hybrid cast. Donc c'est de faire voilà, une partie préfa, une partie coulée en place. Donc la partie coulée en place, ça sera la partie précise, réglage du rail, et par contre la partie préfa, ça sera la pose qu'on jette dans le fond de fouille avec un mortier de calage. Et donc nous, cette pose préfa, en fait, elle va exporter peu de contraintes, parce que dès qu'on dit préfa, ça veut dire levage, avec des dalles très lourdes. Là encore, l'intérêt, nous, de la préfa partielle, c'est qu'en fait, notre dalle, elle va être très fine. Hein. On part sur des dalles qui vont faire entre 5 et 10 cm, 3 mètres de longueur, 2 mètres à 2 mètres 50 de large. Donc voilà, ça sera des dalles légères. On serait sur des dalles qui font, on l'a mis 500 kg du mètre, donc ça ferait des dalles de 1 tonne 5, idéalement. Et 1 tonne 5, c'est levable par une pelle de chantier, parce qu'elles sont capables de lever les rails de 18 mètres qui font 1 tonne 2. Et puis, pareil, les Mediaco pourraient tout à fait soulever les dalles si la pelle de chantier ne pouvait pas le faire. L'objectif aussi d'avoir une préfa partielle, c'est-à-dire que la forme basique qui est en bas, donc c'est-à-dire qu'en gros c'est un rectangle extrudé hein, avec des connecteurs. Cette forme, elle est tellement simple qu'on est capable de faire des sites de préfabrication sur les bases travaux à proximité du chantier. Donc là, on s'affranchit, je dirais, des traversées de camions avec des éléments préfabriqués à 900 km du chantier. Et ensuite, toujours pareil, comme on est sur des dalles avec des formes très simples et une tolérance d'exécution très lâche, parce qu'en fait on s'en fout si elle est trop épaisse ou pas, alors pas assez épaisse on s'en fout moins, mais trop épaisse c'est pas très grave. On n'a pas de sujet de retournement de dalle, comme on peut l'avoir sur des traverses ou les dalles préfa de type préferail, on est obligé de couler à l'envers pour avoir des tables d'appui de bonne, vraiment parfaitement bien calées. Là nous il n'y a pas de tolérance d'exécution particulière, donc voilà, il n'y a pas de retournement. Enfin, on ne coule pas les dalles à l'envers comme une dalle préfabriquée ferroviaire classique. Voilà, donc on arrive au cas d'application de notre innovation. Donc, et on commence par l'adaptation de la voie classique, on appelle les voies tramway et BHUP classiques. Donc pour cela, qu'on vient de rappeler, Florent l'a dit tout à l'heure aussi, à peu près les 90% des voies tram sont en travers noyé avec un travelage qui varie. Et donc, notre innovation permettrait de diminuer l'épaisseur du béton de fondation de 19 à 10 cm environ, avec un béton fibré, en fibre synthétique ou métallique, à arbitrer avec les DCC. On est dans les temps, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, voilà, il y a une petite coquille. En fait, on a mis fibre synthétique. Voilà, aujourd'hui, bon, je suis pas sûr voilà, j'ai pas trouvé le bon béton avec les fibres synthétiques. J'ai pas beaucoup de retours de Barship, là, qui est un fournisseur de fibres. J'avais espéré qu'en 4 mois, il allait me donner des informations. Il m'en a donné, mais elles sont pas complètes. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un doute sur la capacité des fibres synthétiques. Donc on va revenir tel qu'on l'avait prévu aux fibres métalliques. Les fibres métalliques, on n'y est pas favorable parce que en fait, les fibres synthétiques sont extrêmement économiques avec une empreinte carbone extrêmement faible. La fibre métallique coûte cher et elle génère pareil des bilans carbone, des empreintes carbone assez élevées. Mais voilà, l'idée ce serait de rester à une épaisseur faible et donc ensuite il faut trouver la bonne fibre. Tramway BHUP circulé. Donc là, en fait, je pense que ça s'adresse surtout à ceux qui ont vécu la situation en phase travaux. C'est-à-dire qu'on est sur des zones de carrefour qui vont être circulées. Une entreprise voie ferrée fait les bétons de calage, une entreprise de revêtement va faire les bétons désactivés. Et puis, il y a toujours une interface pénible, laborieuse, de mettre des épingles dans le béton frais pour que les revêtements puissent être connectés. Donc d'ailleurs, là encore, on utilise le principe de dalle monolithique entre le revêtement et le BC5, sinon le béton de revêtement fissurerait. Donc là, nous, ce qu'on dit, c'est dans l'éventualité où les dalles préfabriquées de béton de fondation en bleu sont connectées au béton de calage avec des épingles. Et donc là, quand on dit des épingles, ça sera des fixations de type Stabox, comme en bâtiment, là, qu'on déplie une fois que tous les camions ont circulé dessus. Et en fait, on mettrait des épingles un peu plus longues. Et donc, en fait, une fois qu'on aura coulé notre béton de calage, les épingles dépasseront et permettront de connecter aussi le béton de revêtement. Et donc là, on aura une dalle super monolithique. Oui. Voilà, c'est un cas particulier, on va aller vite, mais parce qu'on va essayer de ne pas perdre notre... Voilà, donc un des intérêts de notre innovation est de s'affranchir de la norme côtière NFP 96-086 pour pouvoir mettre en œuvre une plus grande variété de bétons
Et dans ces cas, notamment, le béton 0% clinker des Hoffman Green Cement. Donc, avec ces bétons 0% clinker, on aura notre pose et bilan carbone ultra optimisé. Et donc là, si on analyse les bilans carbone, et on voit qu'avec ces bétons et 0% clinker, et donc on aura une diminution de l'empreinte carbone d'environ 50%. Voilà, donc juste bien retenir, enfin, si vous le voyez sur le graphique, en fait, le gain sur le bilan carbone, on le fait au niveau du béton de calage. On a divisé par 5 l'empreinte carbone du béton de calage, parce qu'on prend un béton qui n'a pas aujourd'hui de caractéristiques de type traction par fendage. Et donc voilà, une fois qu'on aura qualifié sa traction par fendage, on pourra utiliser le béton de Hoffman Green Cement Technology. Par contre, voilà, et j'attire votre attention sur le béton de fondation, donc qui est toujours en bleu. Le bilan carbone du béton de fondation, même si on a divisé son épaisseur par 3 quasiment, l'empreinte carbone reste élevée à cause des fibres métalliques. Là, dans cet exercice, on a gardé les fibres métalliques. Et donc voilà, les fibres métalliques génèrent de l'empreinte carbone. Donc on gagne sur l'épaisseur de béton, mais les fibres, au final, compensent notre gain au moins sur cette partie-là. Mais une fois de plus, si on arrive à basculer en fibres synthétiques, on aura un bilan carbone vraiment optimisé pour les voies tram. Donc, on peut toujours faire plus mince en prenant un béton encore plus performant et en utilisant une pose sur sel ancré dont l'épaisseur du béton de calage est dictée par la profondeur des ancrages. Voilà, là c'était uniquement une alerte pour dire bon là on descend à 42 cm, on va gagner 3 cm en mettant un béton super performant qui coûte super cher. Voilà, au bout d'un moment il faut savoir combien coûtent les 3 cm de terrassement. Enfin, je veux dire, là en effet, voilà, je pense que l'exercice va trouver sa limite. Et la pose ultra mince qui est rendue possible grâce à un système d'attache ceinture-fond, c'est-à-dire un rail encapsulé. Et donc là, on tombe à 35 cm. En revanche, les contrôles de traction augmentent significativement et donc on nécessite aussi d'un béton très performant, BFUP, ou d'un béton fibré ultra performant, haute performance, qui est réputé qui est très coûteux. Voilà, donc et là encore, attention à vouloir faire toujours plus mince. C'est la tendance actuelle dans les magazines, mais voilà, nous aujourd'hui, ça reste un système. On a des fourreaux, il y a du drainage, il y a des imprévus. Donc il y a des choses à passer sous le rail. Si on est préfa, en fait, voilà, là c'est là où on va commencer à payer la contrainte du préfa, c'est qu'on ne pourra plus passer les équipements sous le rail. Donc voilà, ce genre de pose ultra mince, là, on est descendu à 35 cm. Ça coûte très cher et on aura quand même du mal à passer nos fourreaux. Donc j'imagine qu'on ne le fera pas sur des grands linéaires, ce type de pose. Et donc, on a un autre cas d'application de voies ferroviaires, c'est les BHUP fret lourdes. Cette pose, elle est inspirée de la LGV Est avec des raidisseurs latéraux qui évitent les coffrages sur des centaines de kilomètres et améliorent la tenue globale de la chaussée. Voilà. Alors là, c'est c'est potentiellement notre moment de gloire, je dirais, de la France vis-à-vis de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, les poses voies sans ballast, elles sont plutôt brevetées allemandes. Donc Bogle, Reda. Il y a aussi les Japonais qui ont la G-Slab. Dans tous les cas, moi je retiens qu'on était sur environ 50 cm de béton sous le patin du rail avec des portances à minimum 120 MPa. Je crois qu'ils sont même en train de monter à 150 MPa maintenant pour être vraiment sûr. Et je pense que là, donc là je dis nous, la France, parce qu'en effet ça reste un projet participatif, avec ce genre de système en pose monolithique, avec des bétons collaboratifs l'un par rapport à l'autre, on serait capable de diminuer, donc là on était parti, comme on peut le voir, sur 13 cm plus 15 cm, avec un béton fibré haute performance. Et donc là en effet, voilà, là on n'a pas encore bien calé nos calculs, parce qu'en effet, il faut qu'on regarde, en fait, c'est plutôt la portance, en effet, qui avait l'air de... Enfin, c'est le cas de chargement, il y a pas mal de sujets à clarifier, je dirais, sur comment... Enfin, les hypothèses de dimensionnement pour qu'on appelle du fret lourd, mais c'est du 23 tonnes et plus, ouais. Voilà, et donc ce modèle, on n'a pas encore fait non plus avec les raidisseurs sur les côtés, les raidisseurs qui peuvent apporter de la rigidité, diminuer les contraintes. Et donc voilà, ça c'est une pose type sur Auger et c'est d'ailleurs inspiré de la pose LGV Est qui avait déjà été faite comme ça avec des remontées sur les côtés qui coffrent et qui raidissent qui diminuent les contraintes dans les sous-faces.
Donc, on arrive au bilan de notre innovation du BHP. On commence par les points forts. Donc, l'innovation se focalise sur le béton de fondation pour le rendre un peu plus utile. Le BHP est donc, comme on l'a montré tout à l'heure, et avec nos cas d'application, est compatible avec toutes les poses actuelles. Et aussi, l'innovation permet des optimisations du bilan carbone ou d'épaisseur de voies si c'est un critère. Les points faibles, donc bon, points faibles, l'avantage c'est qu'on n'est pas en mode crowdfunding, donc on peut dire la vérité sur ce qui reste en effet amélioré, ou les potentiels freins. Le premier frein, en effet, c'est une modification des habitudes, c'est que là, on part sur de la conception hybride cast, donc de la préfa partielle. Pour autant, la préfa partielle, ça a été initié par les OG de Colas-Rail. Vraiment, ça semble bien marcher, donc c'est que la préfa partielle, ça doit être une bonne idée. L'autre point faible, frein à l'engouement, c'est l'utilisation du béton fibré. Le béton fibré, c'est nouveau, c'est technologique, mais c'est normé. Et nous, on sait utiliser la norme des bétons fibrés. Voilà, donc ceux qui veulent, eux aussi, se renseigner sur les bétons fibrés et comment. Voilà, enfin, moi, je connais qu'une seule norme, c'est la norme EN 14651. Et donc, c'est cette norme qui permet de définir comment on qualifie un béton fibré. Donc, et en effet, voilà, donc nous, dans nos travaux, il y aura potentiellement besoin de compléter un peu les données sur cette norme, de compléter les données d'essai de cette norme. Et ensuite, voilà, le dernier frein, c'est qu'en fait, en effet, ça peut vite coûter cher. C'est-à-dire que si vous en voulez plus, c'est comme partout. Si vous voulez les options, peinture métallisée, toit ouvrant, bah, voilà, ça va vous coûter plus cher qu'une pose traditionnelle. Donc voilà, c'est les poses ultra écolo et ultra minces. Il y aura des surcoûts financiers. Et on est pas trop mal dans les temps. On va peut-être prendre, on se donne 5-10 minutes pour faire le crowd testing. Donc, le crowd testing, là, on s'est inspiré du mot crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est pour ceux qui n'ont pas de fric. Nous, c'est pas tellement le sujet, c'est plutôt qu'on a la recherche d'essais. Donc, c'est pour ça qu'on lance un crowd testing. C'est le crowd qui va payer les essais. Et donc, en effet, là, on rentre vraiment dans le mécanisme d'innovation participative. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a le droit d'utiliser l'innovation. On n'a pas de problème là-dessus. En effet, le seul truc, enfin, ce qu'on souhaiterait quand même, c'est que ceux qui utilisent l'idée apportent leur pierre à l'édifice. Et donc, pour apporter leur pierre, ça consiste à payer des essais. Voilà, et on en parle après des essais. Et donc, tout ça, c'est voilà. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura pas mal d'essais, ça permettra de démontrer qu'en effet, voilà, la solution marche, elle est économe, elle permet de réduire l'empreinte carbone de toutes nos chaussées, de modifier de manière durable notre conception de chaussée. Donc voilà, avant d'en arriver là, il nous faut des essais. Voilà, donc le crowd testing est composé par 2 étapes. Et donc la première étape, c'est la qualification d'un nouveau matériau. Et pour cela, donc, on vous présente cette séquence. Donc en rouge, on vous présente l'implication des entreprises de travaux. En gris, l'implication des fournisseurs de béton. En orange, l'implication d'un OQA. Et en bleu, l'implication du Technisrail. Donc, et vous l'avez compris, le crowd testing est une étape multi-acteurs et Technisrail intervient en support. Et donc, d'abord, il y a l'entreprise des travaux qui va formuler le BHUP, c'est-à-dire un pourcentage de béton de haute performance, un pourcentage de béton de faible performance et un dispositif délai seulement. Une fois l'entreprise des travaux a choisi la formulation du BHUP, donc elle va réaliser des éprouvettes BHUP qu'on va faire tester en flexion 4 points dans un laboratoire. Ensuite, si les résultats sont concluants et qu'on a des bonnes performances, donc ça vaut quand même la peine de faire des essais, de lancer des essais en fatigue. Les essais en fatigue sont plus coûteux, donc là, on va sûrement prévoir un partenariat avec les fournisseurs de béton. C'est quand même lui qui vend le béton, quoi. Oui, c'est ça. Ensuite, nous, Technisrail, on va intégrer les résultats des essais dans nos simulations numériques et pour pouvoir caractériser numériquement les matériaux. Et donc, une fois on aura réussi à démontrer la cohérence entre les essais et nos simulations numériques, et donc là, on pourra qualifier un nouveau matériau. Et donc là, l'objectif est de faire intervenir un OQA pour vraiment avoir la confiance de la communauté. Voilà, donc pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de rouge, c'est-à-dire qu'en fait, Technisrail n'en fait pas assez dans la partie mercato, sélection du BHUP, voilà, c'est aussi possible. Alors, en effet, ça va quand même dépendre des disponibilités qui sont assez limitées parce qu'on n'est que 2. Mais donc voilà, enfin bon, après, on pourra toujours s'organiser. On peut intervenir
davantage pour aider à choisir le bon béton fibré, parce qu'on on en a vu pas mal, des bétons fibrés, mais ça qu'on a fait, on aimerait quand même que les fournisseurs de béton soient un peu plus, partagent un peu plus l'information. Point important aussi, donc la partie essai. Aujourd'hui, on discute avec Lifstar, donc ça fait 6 mois, mais là, je les ai eus il y a un mois. Ils devaient nous envoyer un devis la semaine dernière pour avoir le devis pour un essai de flexion 4 points sur des poutres assez longues, parce qu'en fait, il faut qu'on ait un échantillon suffisamment représentatif d'un élément de béton avec une traverse dedans. Donc, on part sur des poutres de 1 mètre de longueur, 30 cm de large. Et l'idée, c'est qu'en fait, on ait le banc d'essai prévu à Lifstar. Lifstar nous donne un devis avec un coût fixe. Ça sera cirable parce que Lifstar est un institut Carnot, donc même potentiellement, vous avez 2 fois le cire. Donc en fait, la partie essai, fiscalement, en fait, vous ne payez que 30%, 30 ou 33% du montant de l'essai. Il faut juste en effet. Et nous, Technisrail, on n'est pas encore cirable, on attend l'agrément, peut-être cette année, ça dépendra des académiciens. Voilà, donc une fois qu'une entreprise de travaux a trouvé une formulation du VHP qui le convient, donc l'entreprise peut déposer le brevet pour protéger son matériau. Voilà, et puis donc nous, Technisrail, on est disponible, en effet, ça dépend des périodes de l'année, disponible pour faire vos dimensionnements avec votre matériau breveté. Si vous avez envie de le breveter, après vous pouvez laisser libre, mais c'est vrai que je pense que c'est comme toutes les GB5 et autres matériaux, généralement les gens aiment bien breveter avec pourcentage de tel béton et pourcentage de tel béton. Je vérifie que ça. Non, ça vient de recouper encore. Non, ça vient de couper. Non, c'est un vieux. Excusez-moi. Bon, ok. Voilà, donc une question qu'on m'a posée et qui m'a surprise, mais j'aurais dû me poser la question dès le début. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise de travaux d'avoir un BHUP en catalogue? Eh bien, je pense qu'en fait, l'intérêt, il est surtout de ne pas se faire rattraper, parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des réglementations environnementales. Donc, ça commence à sortir, et puis on commence, là, il y a plein de discussions dans les ministères sur taxer le CO2. Le prix de la taxe CO2 aujourd'hui, il n'est pas énorme. Hein. On doit être aujourd'hui, je crois qu'on parle de 30 € la tonne CO2. Mais voilà, avec les projections à 2030, on serait à 100, 200 € la tonne CO2. 1 mètre cube de béton, c'est 200 kg de CO2. Donc en effet, il faudra que la taxe soit vraiment très élevée pour que ça monte. Mais toujours pareil, le béton, c'est le matériau qui est le plus consommé. Il représente 8% du bilan carbone planétaire. Donc en effet, il ne faut pas exclure que dans les années à venir, il y ait vraiment une volonté de diminuer les quantités de béton. Et ce n'est pas le jour où il y aura une réglementation ou une réglementation un peu brutale qui va demander à ce qu'on diminue les quantités de béton mises en œuvre qu'il faudra se dire tiens, ça serait bien d'avoir un béton mieux, que je revoie la conception. Donc l'idée, c'est on est sur des projets de recherche pour qu'ils soient validés, à mon avis, ça va prendre au moins 2-3 ans. Donc voilà, je pense que il faut s'y mettre maintenant pour que à horizon 2025, donc ce sera les prochaines municipales. Aux prochaines municipales, pour les prochains marchés de tram, il y ait des solutions sur étagère où on dira on peut faire un bilan carbone optimisé. Donc voilà, ça serait ça l'intérêt. Alors je suis conscient que c'est un intérêt horizon 3 à 5 ans. Il n'y a pas d'intérêt, je pense, sur l'année 2022. Pourquoi j'y crois? Alors, en effet, là, sur ce projet, on a du temps. Je compare à ce qu'on a réussi à faire sur le projet de Coventry. J'ai bossé sur ce projet, ça a duré globalement 12 mois. En 12 mois, on a été capable de concevoir une voie innovante, de la calculer, de la fabriquer, de la tester. Donc là, en effet, on est sur une innovation qui est beaucoup moins lourde. C'est uniquement changer le matériau. Donc je pense que c'est une innovation qui est vraiment à portée de main. C'est pas une innovation de rupture. Ensuite, j'y crois aussi parce que cette innovation est rendue possible grâce à la maîtrise du calcul qu'on a développée. Toujours pareil, c'est surtout Paula qui a développé pendant 6 mois. Et, j'ai aspiré toute cette connaissance des modèles élastoplastiques. Donc voilà, ça c'est acquis. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de verrou technique sur la partie calcul. Il y a uniquement un verrou technique sur est-ce que les calculs disent vrai, quoi. Donc c'est la partie essai qui nous verrouille aujourd'hui. Voilà, techniquement, on a été capable. Et donc toujours pareil, qu'est-ce qui fait que j'y crois? C'est qu'en effet, on
on a eu des problèmes. Enfin, pendant les 6 mois, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on y croit à fond. Le lendemain, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne marche pas. Enfin, le gain, il est de 0, voire ça coûte plus cher et c'est moins performant. Mais à chaque fois qu'on a eu ces problèmes, on a rebondi pour corriger, pour trouver le problème. Est-ce que c'est un problème de modélisation? Est-ce que c'est notre conception qui est mauvaise? Donc, toutes ces itérations, on les a eues. Et voilà, on a toujours su rebondir. Et donc, l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, moi, j'ai la conviction qu'on continuera de rebondir jusqu'à ce que ça marche. Et ça, c'est une vraie force chez nous. Et pourquoi moi j'y crois? Moi j'y crois parce que je travaillais sur ça sur 6 mois à temps plein dans le cadre de mon projet d'études. Et donc, ça a été le sujet de mon PFE. Donc, j'y travaillais pendant tout mon stage. Et j'ai fait toutes les modélisations et toutes les simulations numériques qu'il y a derrière le BHUP. Donc, je vous dis, et je suis fière de notre projet. Et j'y crois vraiment et je connais la rigueur et pour la conception et le développement de cette innovation, donc j'y crois aussi pour cela. Voilà, donc l'étape de BHP. Si un problème grave, ouais, appelez-moi plutôt sur WhatsApp ou autre, parce que là j'entends des bips du chat ou des questions. Voilà, vas-y, excuse-moi. Voilà, donc l'étape de BHP, donc voici l'idée, c'est l'idée à près d'un an. Donc, Florent m'a recruté pour pouvoir développer l'idée et dans le cadre de mon projet fin d'études, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de ce développement, j'ai validé les gains sous les jumeaux numériques. J'ai développé SnapTrack et j'ai intégré le BHUP à SnapTrack. Voilà. Aujourd'hui, on a basculé le BHUP dans les modèles voix. Donc, c'est là. Ah, tu veux. Non, je vais le faire. Excusez-moi, il y a mon prompteur qui défile pas assez vite. Hop, voilà. Donc où on en est aujourd'hui, voilà, on a tout juste basculé les modèles BHUP, les modèles de BHUP des éprouvettes, on les a mis dans les modèles de voix pour voir comment ça se comportait. Et en effet, c'est là où j'ai commencé à avoir des surprises avec les fameux aciers de connexion qui ne marchaient pas aussi bien que sur l'éprouvette numérique parfaitement rectangulaire. On a eu des surprises en effet avec le béton fibré de fibres synthétiques qui n'est pas aussi performant tel qu'on l'a modélisé actuellement. Donc voilà, il y a encore des petits sujets, mais voilà, ça c'est là où on en est. On a intégré le BHUP dans SnapTrack, donc maintenant on est capable de dire, au lieu de mettre un BC3 classique, non fibré, non ferraillé, on est capable de dire, non, en fait, je fais un BHUP. Donc, sur les mois et années à venir, on espère susciter l'intérêt pour initier ces crowd-testing qui permettrait de tester l'innovation de manière progressive et donc à moindre coût pour chaque partie. Voilà, on a fini, on est dans les temps, on a un petit peu dérapé à cause des problèmes techniques, là, c'est toujours le même problème. Si ça vous intéresse, donc là, on va basculer aux questions rapidement. Voilà, c'était juste la dernière slide pour dire comment nous joindre, donc téléphone, mail, LinkedIn. On est très actif sur LinkedIn, justement, voilà, parce que, autant sur la partie innovation que sur la partie conception de base. Voilà, on a vraiment à cœur de faire avancer la conception. On a vraiment à cœur de ce qu'on appelle retrouver l'ingénierie de chaussée, c'est-à-dire vraiment avoir des conceptions dites rationnelles où chaque composant a un rôle à jouer et il est dimensionné pour. Voilà, on est accessible, on est motivé et pour la majorité des présents là à ce webinaire, vous nous connaissez, donc j'imagine que vous avez mon numéro de téléphone déjà, mais bon, on l'a rappelé là sur la slide. Voilà, allez, je passe aux questions. Merci beaucoup. Et merci pour votre attention. Activez le partage. Voilà. Alors, hop. Les essais en bleu Technisrail, à peu près. Alors, je démarre la question en direct. Vous avez beaucoup parlé de l'épaisseur du béton de fondation, pas de modification de l'épaisseur pour le béton de calage. C'est une bonne remarque, ouais. Alors en effet, tu n'as pas regardé notre mythbusting sur l'épaisseur du béton de calage. Dans notre mythbusting, on dit que l'épaisseur du béton de calage ne change pas si le béton il est glissant. En effet, suite au modèle qu'on a fait tourner là, avec un béton de fondation mince et un béton de calage toujours aussi mince, en fait c'est à 9 cm sous traverse, on s'aperçoit qu'en effet potentiellement il faudrait l'augmenter un petit peu. Mais là en effet on va rentrer dans la fameuse définition des proportions. Ça veut dire que voilà, l'épaisseur du béton de calage sera
fonction du béton qu'on met. C'est-à-dire que si je mets un béton de très haute performance, je pourrais peut-être rester à 7. Si je mets un béton de mauvaise performance, il faudra peut-être que je l'augmente à 10-15 cm. En fait, ça sera à la carte, on choisira, et voilà, toujours pareil, sur une épaisseur constante. Chaque entreprise choisira s'il veut, où est-ce qu'il veut mettre le prix. Est-ce qu'il veut faire un béton haute performance coulé en place? Je pense que c'est pas hyper malin, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux faire des bétons de faible performance coulés en place, qui permet de rattraper les aléas de chantier, la toupie coincée dans le trafic. Et puis voilà, mettre le paquet sur le béton préfa partiel, qui lui peut être coulé sous chapiteau ou carrément dans une usine. Et là, il y a aussi d'autres contraintes. Je ne sais pas si tu me corrigeras, c'est pas vrai. Mais il y a les profondeurs des ancrages pour la pose sur sel ancré, par exemple. Ça définit aussi l'épaisseur du béton de calage. Il y a aussi la possibilité de passer les fourreaux et FI 90 qu'on a cité, et la possibilité de livrer le béton sous la traverse. Donc ça définit aussi une épaisseur minimum pour le béton de calage. Ça minimum, on pourrait peut-être mettre plus, quoi. Tac, alors, le système BHUP pourrait-il être adapté pour des vitesses élevées, 200 km/h à des charges lourdes, 25 tonnes? Le gain d'épaisseur du béton peut-il aussi être pris en compte? Alors, en effet, oui, enfin, c'est toujours pareil, c'est que nous, on définit le matériau, donc ensuite, c'est comme un béton armé. Si j'ai trop de charge, je mets plus d'acier. Donc nous, ça ne sera pas plus d'acier, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire pas d'acier, donc pas d'Eurocode. Bon, j'espère que c'était pas quelqu'un qui m'appelait pour me dire qu'il y a un problème de son. Donc voilà, l'idée c'est de dire plus si j'ai des charges très lourdes, donc la vitesse, ça va augmenter les coefs dynamiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un coefficient dynamique, je sais pas, de 1,3, 1,5 comme en tram, peut-être que la SNCF va nous dire c'est plutôt 1,8 voire 2 le coef dynamique. Donc ça va un coef dynamique qui va s'appliquer à du 18 tonnes ou du 23 tonnes à l'essieu. Donc là, ça va faire des charges vraiment lourdes. Et donc là, nous on mettra soit un béton fibré de meilleure performance, soit on mettra un béton fibré plus épais. On jouera soit sur l'épaisseur, soit sur la qualité. Et ça sera nos deux grands paramètres. Et puis ensuite, c'est l'épaisseur totale. Tac. Dans votre conception... Excuse-moi, je suis passé à la question après. Non, c'est bon, je suis d'accord, c'est l'épaisseur. Dans votre conception, le béton de calage ne fissure pas. C'est bien ça? Tu veux répondre ou... Oui, vas-y. Alors, en effet, là, je commençais à vouloir faire fissurer mon béton de calage pour optimiser. C'est ça, ouais. Au moins pour les fibres synthétiques, parce que pour les fibres synthétiques, les contraintes ont quand même tendance à remonter pas mal dans le béton au-dessus. Donc en effet, là, j'ai pas encore les réponses à tout. En pose, si on imagine une pose de ce qu'on avait appelé la pose fret lourd, là, avec les raidisseurs, là encore, s'il y a des raidisseurs qui bloquent transversalement les voies, on pourrait se dire que ça peut fissurer au droit des traverses. C'est pas très grave parce que le morceau de béton de calage, il partira nulle part parce qu'il est bloqué latéralement par les raidisseurs qui ont été dimensionnés pour bloquer. Et puis comme il n'y a pas d'acier, parce qu'on se sera débrouillé pour faire des bossages dans la pose préfa, donc en fait les bossages vont jouer le rôle de clé de cisaillement. Et donc là encore, si j'ai des fissures, j'ai une infiltration d'eau, mais qui ne va rien corroder. Donc là encore, la fissure, c'est pour protéger les aciers, et on met des aciers pour éviter la fissure. Donc en fait, à partir du moment où nous, on a enlevé les aciers, la fissure n'est pas préjudiciable. Donc on l'envisage. Maintenant, ensuite, accepter la fissure ou ne pas l'accepter dans le béton de calage, c'est aussi beaucoup une histoire de dogme. Enfin, il y en a qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas. Il y en a qui les font reboucher, il y en a qui demandent de casser le béton pour refaire. On a un peu tous les cas de figure, chacun a son idée sur la question, et je peux pas, je vais pas, j'imposerai pas ma vision aux autres là-dessus. À voir. Sur le côté start-up, nous sommes ouverts. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu en fait, mais de toute façon vous ne pouvez pas me dire si j'ai bien répondu. C'est le jeu du webinaire. Alors. Prochaine question. Peut-on poser de la voie ferrée en courbe avec des solutions BHUP ou faudrait-il transitionner vers une pose classique à chaque courbe? Oui, on envisage d'utiliser les BHUP dans courbe. On avait des problèmes avec les positionnements de la localisation des aciers verticaux, mais maintenant on travaille sur ça. Mais oui, l'idée c'est d'utiliser les BHUP en courbe. Ouais. Alors en courbe, il y a deux sujets. Il y a la variation de travelage dans le cas du tram. Donc le tram, en effet, on passe à 60 cm dans les courbes serrées.
Et en effet, c'est chiant avec les aciers qui sont implantés avec un calpinage à 75 cm. Et donc, en effet, de toute façon, les aciers, ce n'était pas la bonne solution. Donc, ça tombe bien, ça fait une raison de plus pour les enlever. Là, en effet, on part plutôt sur des clés de cisaillement, donc des bossages, des formes de vaguelettes perpendiculaires au rail. Ces vaguelettes, en fait, elles permettront d'être indépendantes du travelage. Donc ça, c'est le premier point. Éviter d'avoir des obstacles. Ou alors, si on partait sur des aciers, ce qu'on avait imaginé, nous, c'était partir sur des aciers qui seront uniquement en tête de traverse et entre les blochets, en tête de blochet et entre les blochets, ce qui fait qu'en effet, on était indépendant du travelage. Et là, en effet, on vérifiait. C'était la fameuse analyse où on modélise les aciers réellement pour voir si les aciers sur les côtés du blochet suffisent pour bloquer la translation du glissement du béton au droit du blochet. Donc ça, c'est une analyse qu'on fait, il faut qu'on confirme, parce qu'il y avait des résultats un peu bizarres. Donc voilà, d'où le passage au bossage. Toujours en courbe, le problème qu'on a ensuite, c'est les courbes de rayons vraiment très serrés. Donc si on part sur rayon, je pense à partir de R40, à partir de R100 déjà, en fait, on aura, je vais le faire avec mes mains, on a en fait une certaine ouverture entre deux dalles. Et donc là, c'est l'intérieur des dalles fibrées et non ferraillées. C'est-à-dire qu'en fait, sur chantier, comme elle fait que 5 à 7 cm, on sera capable de la tronçonner sur chantier, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu chiant là, je reconnais que c'est pas forcément le cas de la courbe rayon serré n'est pas forcément optimal, mais je maintiens qu'en effet, si l'épaisseur est fine, on est capable de remettre un trait de scie pour avoir des dalles préfa bien jointives l'une par rapport à l'autre. Les études de dimensionnement et votre solution sont-elles limitées à l'application de la méthode LCPC ou alors c'est compatible avec l'approche présentée dans le NSS 432? Vas-y, réponds. Alors, donc l'approche LCPC, c'est la norme NFP 98086. C'est un document presque biblique avec le NSS 432. L'avantage, c'est que les deux normes disent la même chose. Les deux sont sur des lois de fatigue du béton, donc les courbes de voleur, avec une contrainte limite de traction admissible reliée à un nombre de passages d'essieu. Technisrail avec un Gérop a fait une publication dans la RGRA juillet 2021. Alors, grande fierté, c'est pour ça que je me permets j'en profite pour répondre à la question. Où en effet on explique que, on a comparé donc les formules de fatigue de la norme LCPC, NFP 1486 et les normes de fatigue, et les formules de calcul de béton de fatigue de la norme 16132. On a les mêmes à quelque chose près. On avait un delta de 5%, ça dépendait après, voilà, parfois c'était le BC3, parfois c'était le BC5 qui était pénalisé. Mais globalement, on peut dire qu'en fait, l'une ou l'autre donne les mêmes résultats. Voilà. Donc en effet, nous, on va appliquer les deux. Enfin, on peut appliquer les deux. En fait, là encore, on va retrouver le côté. Je reconnais que c'est toujours un peu chiant de dire on est ouvert, mais en effet, voilà, si le client il est plutôt orienté chaussée routière, on fera la norme 82 ou 86. S'il est plutôt européen ou germano-européen, on fera la norme 16432. Donc voilà. Après, c'est surtout l'innovation est surtout sur les modèles éléments finis, et eux, ils sont indépendants de la norme. Eh ben, ah merde, en fait, j'ai répondu dans l'ordre inverse. Ouais, alors en fait, donc j'en ai peut-être des nouvelles, voilà. Donc je repars en haut maintenant. Oui, qui convenait. Ah, pas encore. De toute façon, on peut être parfaitement honnête. De toute façon, il n'y a pas de fric en jeu. Donc, non, en fait, on a terminé tardivement. On a terminé tardivement, je dirais, la bascule du BHUP dans les modèles éléments finis voie ferrée. Donc, c'est-à-dire SnapTrack, où on avait déjà tous nos modèles avec notre traverse noyée, nos dalles, préfa, nos machins. Quand on a ramené le BHUP là-dedans, en effet, c'est là où on a commencé à avoir des résultats un petit peu surprenants. Donc, ça a mérité qu'on revoie un petit peu la conception. Et donc, en effet, là, maintenant, on travaille là-dessus. Mais maintenant, un béton BHUP qui conviendrait aux conceptions actuelles, il faudra que j'ai des données précises de la part des bétonneux. Et les données précises, c'est le coût. Parce qu'en fait, je pourrais mettre un béton, je pense à un béton fibré de Cemex qui s'appelle le Resilia. Si je prends ce béton, potentiellement, il coûte cher. Potentiellement, il a des performances plus élevées. Barchip coûte beaucoup moins cher, mais je n'ai pas des données précises. Donc, en fait, voilà.
si on veut dire voilà, on a un BHUP qui marche, en fait, voilà, ça serait pas forcément hyper malin parce que certains préfèrent payer cher un béton fibré et en mettre moins, et d'autres préféreraient je dirais, voilà, mettre des bétons plus épais avec des engins de levage plus gros, mais payer le béton moins cher. Voilà. Donc y a tellement de paramètres à faire varier qu'en effet, il nous faudra quand même un petit corridor quoi, dans lequel on s'inscrit. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on fixe l'épaisseur, est-ce qu'on fixe le tonnage, est-ce qu'on maximise la pose coulée en place ou au contraire on minimise la pose coulée en place. Voilà, tous ces paramètres-là, il faut les figer, sinon nous on pédale dans le vide. Donc la réponse est non, aujourd'hui j'ai pas un BHUP sur étagère. J'avais espéré avoir un BHUP sur étagère tramway et un fret lourd pour ce webinaire, mais voilà, on a été accaparé. Ouais. Donc maintenant, voilà, on va continuer les soirées le week-end, mais donc en effet, ça va prendre un rythme beaucoup plus lent maintenant dans la progression. Hop, alors, application pour les dalles flottantes. Alors, je réponds à la question application pour les dalles flottantes. C'est une très bonne remarque. Parce qu'en effet, ça permet de couler la partie BC3 sur le tapis rapidement. Et en effet, ça tombe bien parce qu'en effet, le problème qu'on a quand on jette une dalle préfa dans un fond de forme terrassé, c'est qu'en effet, le sol n'est pas parfaitement nivelé. Donc on avait prévu de jeter un coulis dans le fond de forme et puis ensuite vraiment de jeter les dalles dans le fond de forme parce qu'en fait, on n'aura pas de tolérance géométrique, on peut caler les dalles à plus ou moins 5 cm, altimétriquement ce sera pareil. Et ce coulis ne sera que là pour remplir les trous. Et en effet, c'était un problème d'avoir une pose préfa sur un sol terrassé. Et dans le cas d'une dalle flottante, c'est vrai que c'est vraiment bien parce que on cherche en effet à avoir un béton qu'on peut poser rapidement avec des plots. Le seul point négatif qu'on va avoir quand même, c'est qu'en dalle flottante, les joints, ça va être les joints latéraux. C'est qu'en effet, on marque le glow avec les murets de dalle flottante. Et donc là, notre dalle préfa, elle, il faudra qu'elle fasse la bonne largeur. Donc la dalle flottante en courbe avec les glows variables, ça va être pénalisant. Après, c'est à voir en effet comment on traite la remontée. Ouais. Si on a une liberté de traiter la remontée de type pose de vent engazonnée, par exemple, il n'y a pas de problème. On fait la remontée où on veut. Et donc là, en effet, pose dalle flottante engazonnée, on sera optimal. Alors, hop, j'ai répondu. Ouais. Ah non, il y a une question. Non, ça c'était moi. Hop, chat. Ah ouais. Et donc voilà, on enverra. De toute façon, on va continuer de poster sur LinkedIn. On remettra peut-être la fameuse publication de la RGRA là, qui comparait les normes. Voilà, si on a écrit une connerie, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Hein. On reviendra à la RGRA puis on fera une mise à jour de la note. Non, il va falloir, je vais regarder, ça se trouve, il y a plus, ce sont tout le monde est parti. Ah non, voilà, ils sont là. Ils sont encore une petite vingtaine. Et les Midi 10, on a dépassé notre délai. Je ne peux pas vous faire parler, ça aurait été, voilà. Enfin, une fois de plus, je pense que la prochaine, ce sera sur Teams, parce que Teams est gratuit, Livestorm m'a raquetté. Donc voilà, et en plus, ça foire. Donc voilà, la prochaine sera en Teams, peut-être un peu plus informelle, pour continuer de débattre sur le sujet, s'il y en a, si on a suscité de l'intérêt, évidemment. Voilà. Ouais, je ne sais pas s'il a une nouvelle question. Nouvelle question. Si. Comment liaisonner les dalles préfa pour éviter le pianotement entre elles? Alors, le pianotage est un grand... je pense que c'est un éternel débat, je pense que c'est un peu comme la fissuration. Alors, le pianotage, il y en a vraiment quand on est sur des tapis anti-vibration. Alors, là encore, je vais parler pour ma part. Hein. Le sujet du pianotage, je ne l'ai pas réglé et je pense que je vais encore changer d'avis plusieurs fois sur le reste de ma carrière. Mais voilà, je vais parler pour aujourd'hui avec le Rex d'aujourd'hui.
Pour moi, le pianotage, il est surtout sur les tapis, avec les tapis de dalle flottante, qui génèrent vraiment du soulèvement de l'attache d'après. Et donc, en effet, pour éviter que le rail commence à soulever l'attache, on met les fameux goujons pour éviter le pianotage. Donc d'ailleurs, enfin, en effet, donc pour répondre à la question d'avant, ça peut être un problème en effet, parce qu'on aura du mal à mettre ces fameux dispositifs, même si on doit être capable de gérer des systèmes de post-goujonnage, comme on fait sur les chaussées d'aéroport. Sur de la chaussée normale, donc on n'est plus en dalle flottante. Aujourd'hui, moi, le pianotage, j'arrive pas à je le vois pas. C'est-à-dire que quand je crée si je crée une fissure pleine épaisseur sur les deux bétons, le rail, la section du rail est tellement énorme qu'en fait, elle répartit tellement bien que en fait, il n'y a pas de pianotage comme on a pu le voir en chaussée routière. En fait, le pianotage, pour moi, le mot est vraiment apparu à cause des autoroutes où on a fait des chaussées routières non goujonnées. Et le problème, c'est que le pneu de voiture roule partout sur la dalle, et quand il roule en extrémité de dalle, il roule que sur une dalle. Et l'autre dalle, elle a pas de chargement. En ferroviaire, en effet, grâce au rail et traverse ou selle ancrée ou ce qu'on veut avec les semelles cannelées, on a une répartition de l'effort, ce qui fait que quand j'appuie, quand ma roue elle est en bord d'une dalle, donc l'attache qui va être proche du bord de dalle prend 50% de la charge, à 50-60% en fonction des semelles et du profil de rail, et les attaches de part et d'autre vont prendre 20 à 25%. Donc en fait, on aura toujours quand on a un effort sur une dalle, on a toujours un effort sur l'autre dalle, à cause du rail qui répartit. Et ensuite, si vraiment il y avait un différentiel, et ben là, c'est le rail qui va goujonner entre guillemets les dalles, avec un risque de soulèvement de l'attache, mais les attaches peuvent supporter un soulèvement, je crois, de 1 ou 2 mm. Alors c'est vrai que c'est pas, elles sont pas très raides au soulèvement, les attaches, donc c'est pas idéal de les utiliser comme goujons. Je pense que Pandroll je sais pas si Pandroll s'y connecté, mais en effet Pandroll émettra des réserves évidemment sur la fatigue du clip si on les utilise en anti-pianotage. Donc le pianotage est un vrai sujet. Mais on en parle. Après, est-ce qu'on a des vrais calculs ? Moi, aujourd'hui, j'ai pas de calculs qui me permettent de dire que c'est grave tant qu'on a un sol avec une portance continue et une portance de au moins 35 MPa. Donc j'ai terminé de répondre, même si je peux pas conclure sur le pianotage parce qu'en effet, il y a peut-être des études que j'ai pas lues. Donc faut que je continue mes lectures. Hop, alors. Bon, ça y est, tout le monde s'en va. Voilà. Bon, j'espère qu'on a été clair. Ouais, j'espère ça aussi. C'était pas trop technique, on a quand même essayé de. C'est forcément un peu technique, on essaie d'équilibrer. J'espère juste qu'on a été clair, parce que le temps était très limité, donc on a fait au mieux. Voilà. Bon. À la prochaine fois, sur un Meetbusting ou sur un Teams comme celui-là. Bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop.